Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le système éducatif malien, c'est le sujet du grand dialogue de ce lundi. Un système éducatif confronté à d'énormes difficultés depuis des décennies. Les années académiques passent et se succèdent. Beaucoup d'entre elles se ressemblent d'ailleurs avec les mêmes problèmes et les mêmes discours. L'année qui vient de s'achever ou qui est encore en cours pour certains établissements supérieurs a-t-elle ressemblé aux précédentes? Comment se sont déroulés les examens de fin d'année? Que peut-on dire des résultats? Quels sont les défis majeurs à relever pour qu'avance le système éducatif malien? Que valent aujourd'hui les diplômes obtenus dans les écoles supérieures? Ce ne sont donc pas les questions qui manquent. Et pour obtenir une réponse à ces interrogations, nous recevons dans ce studio Lucie Bello, qui est chercheure assistant à l'Institut malien des recherches Action pour la paix IMRAP. Madame Bello, bonsoir. Bonsoir. Également dans ce studio, M. Touré, Ismaël Touré, qui est de la Direction nationale de la pédagogie. M. Touré, bonsoir. Alors, de la Direction nationale de l'enseignement normal. Alors, il est donc de la Direction nationale de l'enseignement normal. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir. Nous aurons en ligne Madame Koumba Yarissi, qui est donc enseignante à la retraite à la prestation Seydou Fomba. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. Un système éducatif, ça se juge en se référant à de nombreux paramètres. Et parmi ces paramètres, il y a les résultats. Les résultats du bac ont été proclamés il y a encore une semaine, environ en tout cas une semaine. Comment est-ce que vous les appréciez? Vous les appréciez? Nous commençons par vous, Monsieur Ismaël Touré, vous qui êtes donc de la Direction nationale de l'enseignement normal. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Allez-y. Merci. Concernant les résultats du bac, bon, je suis à la Direction nationale de l'enseignement normal. Je n'interviens pas dans le secteur de l'enseignement secondaire, mais j'ai jeté un coup d'œil sur les résultats et j'ai vu vraiment que les résultats ne sont pas comme on l'aurait souhaité. Il y a beaucoup de neveux, de cousins qui sont présentés au baccalauréat cette année et qui ont échoué. Mais on dit cependant qu'ils sont quand même meilleurs à ceux de l'année dernière, les résultats. Oui, c'est ça que j'ai appris, que les résultats de cette année sont meilleurs à ceux de l'année dernière. Mais les mentions que j'ai vues sont pour la plupart mentions passables. Bon, peut-être qu'en termes de quantité, et les résultats sont meilleurs, mais en termes de qualité, le problème reste entier. Voilà. Alors, Lucie Bello, je rappelle que vous êtes chercheur assistant à l'IMRAP. Alors, je pense que vous êtes un peu intéressé à ces résultats. Comment est-ce que vous les trouvez? Merci de m'avoir donné la parole. Permettez-moi de dire bonsoir aux auditeurs. Mais par rapport à mes impressions au bac, je dirais, eu égard de nos recherches que nous avons eu à mener, il était quand même prévisible de voir un nombre décent de pourcentage des examens, parce que les niveaux des élèves étaient déjà décriés partout comme quoi le niveau baisse et que c'est normal que chaque année que nous n'irons plus. S'il faut avoir des élèves bien formés, il n'y aura pas un pourcentage élevé. Donc c'était prévisible pour moi. Vous n'êtes pas du tout surprise alors? Non. Nous avons en ligne Koumba Yarissi qui est enseignante à la retraite. Alors dites-nous, madame, les résultats du bac, vous les trouvez comment? Moi, je ne vous entends pas bien. Alors, madame, je dis que nous parlons pour l'instant du bac, le baccalauréat malien, dont les résultats ont été proclamés il y a environ une semaine. Ces résultats, vous les avez vus. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? Oui. Pas beaucoup de bien. Je ne pense pas beaucoup de bien du bac et je pense honnêtement qu'il faudrait réformer le baccalauréat malien. Tant que le baccalauréat ne sera pas réformé, on ne va pas s'attendre à d'autres résultats qu'à ceci. Et réformer dans quel sens, madame?
réformer dans la mesure où nous nous trouvons dans un contexte sous-régional, dans la mondialisation, et entre pays francophones, il y a, en perspective, il y a le bac de l'UEMOA. Peut-être dans quelques années, le bac CDO. Dans cette mesure-là, vous voyez, quand vous prenez le baccalauréat dans n'importe quel pays francophone, il est à 2 tours. Il est à 2 tours et les évaluations commencent à partir de la première, ce qui correspond à la 11e ici. Alors que chez nous, le bac, il est à 1 tour et il y a beaucoup de candidats qui auraient pu être sortis du système d'enseignement général pour que le résultat soit probant. Alors, cela est compris, nous retournons dans ce sujet avec cette question. Les établissements supérieurs vont donc accueillir de nouveaux étudiants. Au sein de certains de ces établissements, il faut reconnaître quand même que les effectifs sont déjà pléthoriques. N'y a-t-il pas de problème, M. Touré? Mais bien sûr qu'il y a problème. Parce que moi, je me souviens quand j'étais à l'école normale supérieure, les années 82-83, la totalité des effectifs de l'école normale supérieure, toutes spécialités et tout niveau confondu, ne dépassait pas 1000 étudiants. Aujourd'hui, dans une seule faculté, on peut se retrouver avec 3000, 4000 étudiants. Donc vous comprenez très bien qu'avec les caractères élevés des effectifs, c'est un réel problème. Non seulement les effectifs sont élevés, le niveau aussi des futurs étudiants n'est pas toujours à hauteur de souhait. Donc il y a un réel problème. Madame Lucie Bello de IMRAP. Oui, moi je dirais, c'est vrai, hein, le nombre des effectifs s'accroît. Et je dirais que ce n'est pas surprenant parce que tout dépend de la base, la formation de la base. Alors si les enfants avancent en classe alors qu'ils n'ont pas une formation de base, et qu'arriver dans les facultés, c'est normal en tout cas, j'approuve que c'est pas surprenant, voilà, de les voir avancer dans des classes alors qu'ils n'ont pas un niveau élevé. Voilà. Alors, M. Touré, qui veut réagir? Oui, je vais réagir. C'est-à-dire que dans le temps, le système était sélectif. Au lycée, il y avait ce qu'on appelait le tronc commun, en 10e année, qui était très sélectif. En 11e, il y avait la première partie du baccalauréat. En terminale, il y avait la deuxième partie du baccalauréat. Donc, le système était tellement sélectif que non seulement il n'y avait pas un grand nombre d'admis au baccalauréat, ensuite, c'était vraiment des gens qui avaient le niveau. Bon, aujourd'hui, avec la suppression de la première partie du baccalauréat, les gens, tant bien que mal, en tout cas, se battent pour arriver en terminale et mobiliser l'essentiel, suffisamment de ressources pour pouvoir passer au bac. Donc on comprend aisément le caractère un peu élevé des admis, le sureffectif au niveau des établissements de l'enseignement supérieur. Bon, avec la réforme, il est tout à fait normal que les effectifs soient élevés. Alors, Koumba Yarissi qui est toujours en ligne. Alors, dites-nous, madame, une épreuve derrière, il s'agit donc du bac. Une nouvelle qui commence pour certains, c'est donc une question d'orientation, c'est la course pour les écoles supérieures. Koumba Yarissi, est-ce que vous nous entendez? Alors, je crois que nous pourrons retrouver Madame Koumba Yarissi dans un instant. Maintenant, nous allons nous adresser à vous, Lucie Bello, vous qui êtes donc chercheur assistant à l'IMRAP. Dites-nous, Lucie Bello, quelles sont les faiblesses majeures des établissements supérieurs maliens aujourd'hui? Je dirais des systèmes éducatifs en général, pas que de supérieur seulement. Mm-hmm. IMRAP a eu à travailler courant 2015-2016
sur la mutation des valeurs. Alors, à la base, les populations quand même ont émis un sentiment par rapport au système éducatif de façon générale. De l'enseignement de base. Oui, de l'enseignement de base jusqu'au supérieur. Alors, donc, les impressions, c'est vraiment un regret qu'ils évoquent vu le programme scolaire qui ne prennent pas en compte nos valeurs, alors que les élèves avancent dans des classes supérieures et que le souci pour eux, c'est d'avoir des Maliens formés qui sont bien munis de leur histoire, qui maîtrisent bien la culture malienne, bien vrai que nous sommes dans un pays compétitif, que c'est pas que nous n'allions pas sans munis de nos valeurs. Autrement dit, le système leur semblait plus adapté avant que maintenant, c'est cela? En réalité... Oui, ça semblerait être plus avant que de nos jours. Et si je me réfère à M. Touré tout de suite qui avait évoqué les années 60, la réforme 62, c'est pour dire que de nos jours, le système éducatif ne prend pas en compte vraiment les valeurs maliennes. Oui, le système éducatif ne prend pas en compte les valeurs maliennes. Alors, ce souci pour la population à la base, c'est que les enfants soient munis, soient formés, surtout dans les valeurs culturelles, sociales maliennes. Alors, Monsieur Ismaël Touré, je rappelle que vous êtes de la Direction nationale de l'enseignement normal. Cette question de réalité malienne auquel on ne serait pas adapté l'actuel système, comment est-ce que vous le comprenez d'abord? Est-ce que c'est le même constat que... Bon, moi je crois qu'il faut faire la part des choses. Quand on dit que le système n'est pas adapté aux réalités maliennes, est-ce que ce constat est valable pour l'enseignement supérieur ou pour l'ensemble des niveaux? Parce que quand on va au niveau de l'enseignement fondamental, il y a ce qu'on appelle le curriculum d'enseignement fondamental qui tient compte de nos valeurs socio-culturelles. Mais ce curriculum, c'est quelque chose d'assez nouveau, relativement nouveau, non? Oui, c'est nouveau, mais il y a au moins une dizaine d'années que ce curriculum-là existe. Mais qu'est-ce qu'il a apporté concrètement, ce curriculum? Bon, d'abord, ce qui est nouveau là-dedans, c'est que la première année, le niveau 1, parce que c'est divisé en niveaux. Il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4. Au niveau 2, en première année, l'enseignement est exclusivement en langue nationale. En première année. C'est qu'on appelle pédagogie convergente, c'est ça? Non, c'est différent. Le curriculum d'enseignement fondamental a absorbé la pédagogie convergente. C'est vrai que la pédagogie convergente fonctionnait sur le bilinguisme fonctionnel, mais avec le curriculum, la pédagogie convergente a été dissoute. Maintenant, dans le cadre du curriculum niveau 1, première année, l'enseignement est exclusivement en langue nationale. Et à partir de la deuxième année, niveau 1, on introduit le français à proportion de 25%. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la langue nationale devienne une discipline d'enseignement. Donc on ne peut pas dire dans ces conditions que notre système n'est pas ancré dans nos valeurs socio-culturelles. Mais là, et même au niveau de l'enseignement secondaire, on a introduit le curriculum de l'enseignement secondaire, mais pas avec les langues nationales, mais plutôt en français. Au niveau des écoles de formation de maîtres, là aussi on a élaboré un curriculum d'enseignement normal qui s'adapte, qui est en cohérence avec le curriculum d'enseignement normal, où on doit aussi former les élèves maîtres à langue nationale pour que, quand ils vont être au niveau de l'enseignement fondamental, qu'ils ne soient pas dépaysés. Mais je reconnais qu'au niveau de l'enseignement supérieur, il faut revoir les programmes et il faut peut-être essayer de tenir compte de nos valeurs. Mais puisque le système universitaire international, bon, peut-être qu'on met beaucoup plus l'accent sur le savoir scientifique plutôt que sur les valeurs culturelles du milieu. Alors, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
le système éducatif malien, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce lundi. Alors, nous avons déjà abordé quelques innovations, je crois qu'on peut les appeler ainsi. Nous étions en train de parler tout à l'heure du curriculum. Avant le curriculum, il y a eu la pédagogie convergente. Alors, nous allons demander à Madame Lucie Bello, qui est chercheure assistant à l'IMRAP. Alors, vous êtes intéressée à ces processus, pédagogie convergente, curriculum. Qu'est-ce que cela vaut en réalité pour l'enseignement au Mali? Nous nous sommes intéressés parce que IMRAP s'est intéressé à la mutation même des valeurs sociétales. Et donc le système éducatif nous est intéressé parce que le système éducatif, on peut dire, peut remplacer de nos jours ou remplace la famille ou la communauté qui devait jouer leur rôle ou qui a des défaillances de leur côté. Alors l'éducation est réservée au système éducatif. Ce système éducatif, on parlait de curriculum ou de la pédagogie convergente. Je dirais que lors des consultations à la base, les populations trouvent que oui, le curriculum a des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, d'accord. Mais le souci, ce qui ressortait surtout, c'est que c'est des cours cognitifs qu'on donne, c'est des définitions qu'on donne aux enfants. Et par exemple, quand on prend des cours de CM, des cours de morale, c'est des définitions qu'on donne aux enfants alors qu'il n'y a pas la pratique en dessous qui permet à l'enfant d'être menu. Et quand on prend la question même de l'honnêteté, de la dignité ou de la justice, mais dans les causeries débats et contes donnés par les aînés dans le temps, c'était toujours menu par des leçons de morale que l'enfant retenait. Mais les cours cognitifs qu'on donne, l'enfant sort avec des définitions qu'il ne retient pas. Alors, ces soucis, c'est vraiment que les enfants apprennent ces valeurs culturelles-là et qu'ils les appliquent dans le quotidien de leur vie. Vous voulez dire que c'est des notions qu'ils connaissaient par cœur, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces notions, ils ne savent pas? Oui, c'est pour dire à M. Touré que ces curricula d'enseignement de niveau où on touche des valeurs maliennes dans ces cours, mais il est ressorti que ces cours sont restés des définitions. Alors l'enfant ne sort pas menu de ces valeurs auxquelles il doit se référer. Alors, nous avons à présent Madame Koumba Yarissi qui est avec nous dans ce studio, elle est enseignante à la retraite. Madame, nous sommes en train de parler pour l'instant quand même de certaines innovations, c'est la pédagogie convergente, les curriculums. Peut-être qu'il y a des côtés positifs, mais je dois dire quand même que quand vous écoutez les uns et les autres, et la pédagogie convergente et les curriculums sont des notions qui sont quand même assez critiquées. Je vous remercie et je m'excuse. De toute façon, on ne gère pas son temps dans notre pays, comme vous le savez. Bon, quand on parle innovation, déjà, je pense que innovation égale réforme, d'après les experts. Et on réforme à quel moment? On réforme quand on se rend compte que les objectifs qu'on s'est fixés ne sont pas atteints. C'est à partir de ce moment qu'il y a réforme, qu'on fait appel à des réformes. Sinon, on ne peut pas changer quelque chose qui fonctionne. Dans notre pays, quand vous prenez, je parle sous son contrôle, quand vous prenez les documents de base, qu'il s'agisse du PRODEC, qu'il s'agisse du forum, qu'il s'agisse de ceux relatifs aux états généraux de l'éducation et tout ce qu'on a préparé depuis la réforme de 62, on a l'impression dans notre pays qu'on a accolé les politiques éducatives à celles de Modibo Keïta. Modibo Keïta avait une vision claire de son éducation. C'était l'enseignement de masse, c'était l'enseignement de qualité. Et Modibo avait préparé l'école de telle manière que l'école pourvoit aux différents emplois, que ce soit dans l'artisanat, dans le secteur scientifique, etc., etc. C'est lui qui a créé la plupart de nos écoles, de nos grandes écoles. Mais ceci dit, ce que j'ai entendu ici est quand même ahurissant.
quand on pense que dans notre pays, je ne sais pas au motif de quoi, quand on pense que dans d'autres pays, nous avons démissionné, nous sommes devenus tellement fous que nos enfants, quand ils arrivent à l'école, il faut des psychiatres, des psychologues pour les prendre en charge. Eh bien moi, je tombe des nues. Parce que les enfants, ils ont des valeurs auxquelles ils se réfèrent, même si j'en viens, au PRODEC. Madame, d'où viennent ces exigences que vous venez de citer tout à l'heure? Ce n'est ni le curriculum ni la pédagogie convergente qui existait là quand même. Oui, j'ai entendu tout à l'heure que on a fait des recherches, parce que de toute façon, les innovations, pour chapeauter, c'est la recherche. Ce sont les chercheurs qui s'occupent de mettre en place, d'évaluer et de généraliser. Parce que c'est ça aussi les innovations. Bon, si les innovations, on leur reproche beaucoup de choses dans notre pays, ou alors ça ne convient pas aux exigences du moment, ou alors ces innovations-là ont été mal menées. Je n'ai pas dit mal menées, mais mal menées. Auquel cas, il faudra revoir. Est-ce que les chercheurs, à la base, ont été associés à tous ces travaux? Parce que quand on parle du système éducatif, c'est de la petite enfance à la recherche, à l'enseignement supérieur. J'ai l'impression quelque part que vous ne vous êtes pas suffisamment compris sur ce point. Je crois que c'est l'occasion de donner la parole à Lucie Bello pour qu'elle s'exprime mieux. Oui, peut-être bien. Ok. Madame, un moment, je répondais un peu à M. Touré par rapport au curricula, à la pédagogie convergente. La pédagogie convergente. Voilà. Je disais que moi je suis de l'Institut malien de recherche et action pour la paix. Nous avons mené une étude sur la mutation des valeurs sociétales. Alors il est ressorti que le système éducatif actuel ne permet pas à l'enfant d'être muni de ses valeurs sociétales et qu'il est urgent que le programme soit revu et que dans les cours de curricula et consorts qu'on donne, vraiment que les valeurs sociétales soient vraiment, que les cours soient accentués sur des cours de morale en évidence. Alors, avant de donner quand même la parole à M. Touré, Mme Lucie Bello le disait tout à l'heure, c'est des études que vous avez menées au niveau d'IMRAP. Oui. Alors, les résultats de ces études sont à quel niveau? Est-ce que c'est des résultats qui sont mis à la disposition des autorités scolaires? Oui, nous sommes à la phase de la diffusion, de distribution des rapports que nous avons eu à écrire. Nous avons lancé nos rapports en juin passé. Donc, nous sommes à la phase de distribution au niveau des structures éducatives scolaires. Alors, quel constat général faites-vous dans ce rapport? Oui, le constat, c'est que les innovations que nous vivons sont vraiment incohérentes. C'est surtout ça, c'est ça le constat. Les innovations sont incohérentes. Alors, il faut que la politique, comme Madame vient de le dire, que vraiment que la politique prenne en compte la mise en place de nos valeurs dans le système éducatif. Voilà. Alors, Ismaël Touré. Ok, je vais réagir par rapport aux deux points qu'elle a développés. D'abord, par rapport à la prise en compte des valeurs culturelles dans les curricula. Je rappelle à madame que lors de la conférence de l'IMRAP au CICB, j'y étais, et j'avais dit là-bas qu'il a enseigné l'éducation civique et morale à l'Institut, à l'IPEG et à l'Institut de formation de maîtres de Canava. Donc je connais le programme éducation civique et morale. Et toutes les valeurs socioculturelles sont prises en compte dans ce programme que nous avons enseigné aux élèves maîtres. Au niveau du fondamental également, dans le programme d'éducation civique et morale, surtout en DP, ce qu'ils appellent DP, développement de la personne, il y a toutes les valeurs socioculturelles maliennes sont prises en compte. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'enseignant enseigne à l'enfant ces valeurs en classe. Mais dès qu'il sort de la classe, l'environnement scolaire lui renvoie une autre image. La rue lui renvoie une autre image, la famille lui renvoie une autre image. Mais finalement,
l'enfant il va se poser beaucoup de questions. Est-ce que ce qu'on lui dit en classe et ce qui doit être, est-ce que c'est ça? Moi, je crois que c'est un peu le problème par rapport vraiment à la prise en compte des valeurs socioculturelles. Donc, ce n'est pas... Nous, on a été enseignés de la même façon, mais on n'a pas le même comportement que les enfants, parce que ce qu'on nous enseignait en classe quand on était jeunes, c'est les mêmes valeurs que nous observons dans l'environnement social. Mais aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Maintenant, par rapport au deuxième le deuxième point, c'était... Nous avons parlé de pédagogie convergente, nous avons parlé de curriculum. Oui, les innovations. J'ai dit que toute innovation est une réponse à une préoccupation du système. Vous avez parlé d'incohérence. Moi, je ne parle pas d'incohérence. Je parle peut-être d'une mauvaise mise, des insuffisances dans la mise en œuvre des innovations. Sinon, toutes les innovations se justifient. Vous prenez la pédagogie convergente, vous prenez le curriculum de l'enseignement fondamental, vous prenez la pédagogie des grands groupes, vous prenez les classes à multiples divisions, vous prenez la double vacation, vous prenez les écoles à classe unique, toutes les innovations se justifient. Mais le problème, c'est au niveau de l'opérationnalisation des innovations. Si les mesures ne sont pas là, les ressources ne sont pas là, les compétences ne sont pas là, il y a problème. Moi, je comprends mieux sa préoccupation. Il faut dire que depuis le coup d'État de 1968, avant le coup d'État, on enseignait l'idéologie marxiste dans les lycées, l'éducation civique à l'école fondamentale. Mais depuis le coup d'État, il n'y a plus eu d'éducation civique. Et moi, j'ai découvert au ministère de l'Éducation, il y a quelques années, beaucoup de piles. Des travaux ont été réalisés avec l'aide de l'USAID sur l'éducation civique et morale, mais qu'on n'a jamais appliqué dans les écoles. Et moi, je sais que dans un pays comme le Gabon, par exemple, l'IPN, l'Institut pédagogique national du Gabon, évidemment en s'appuyant sur les experts, les géographes, les historiens, les philosophes, etc., ont planché sur la marche de la société gabonaise. Ça n'a pas été fait dans notre pays. Je crois que parler d'incohérence, ce n'est pas tout à fait justifié, mais il y a beaucoup d'insuffisances, il y a même des manquements. Et on doit remédier à ces manquements parce que le monde a changé, parce que les défis se sont complexifiés, parce qu'aujourd'hui, même si les familles sont composées par des gens comme il faut, la télévision, la rue, beaucoup de choses, l'AEM, il ne faut pas avoir peur de le dire, en 91, ce qui s'est passé, etc. Est-ce qu'on a pu remettre les choses à l'endroit? Je crois que c'est ça, sa préoccupation, et moi je suis tout à fait d'accord avec lui, avec elle. Je m'excuse. Madame, moi je suis formel là-dessus. On enseigne l'éducation civique et morale dans les écoles de formation des maîtres. Mais pas dans les classes. Si. Pas dans les classes. Au niveau depuis 2010 peut-être. Il a dit, dans les écoles fondamentales, aussi bien dans le programme classique que dans le curriculum de l'enseignement fondamental, il y a l'enseignement de l'éducation civique et morale. C'est trop léger. Bon. C'est squelettique. Non, je veux dire, c'est squelettique. Je crois que c'est ce qu'elle veut dire. Alors, et c'est vrai. La suite de ce débat dans un instant. C'est squelettique. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Quelle perspective pour le système éducatif malien? C'est la question sur laquelle réfléchit le grand dialogue 2 ce lundi avec 3 invités. Ismaël Touré de la Direction nationale d'enseignement normal, Lucie Bello, chercheur assistant à l'IMRAP, et Koumba Yarissi, enseignante à la retraite. Nous allons donner la parole maintenant à Lucie Bello. Elle a demandé la parole justement. Alors, madame, elle voulait justement réagir à des propos de M. Touré. M. Touré disait en ce sens, l'école qui enseigne donc des principes aux enfants, à les enfants qui se retrouvent au sein de la société, qui lui enseignent le contraire. Donc, il y a problème, madame. Alors, comment s'en sortir?
Oui, il y a problème. Je dirais même à la base, les gens reconnaissent, parce qu'on pense que chacun a failli à ses rôles. La famille ne joue plus son rôle d'éducation, la communauté qui jouait un rôle de contrôle de ces valeurs transmises dans la famille, cette communauté aussi ne joue plus son rôle. Alors la tâche est laissée à l'école. Et c'est à l'école de prendre, de jouer le rôle de ces trois espaces. Alors, pour répondre un peu à M. Touré, oui. Oui, c'est bien M. Touré. Oui, vous venez de dire que la famille, ce qu'on transmet à l'enfant dans la famille et qu'il trouve le contraire dans la société. Ce qu'on lui enseigne. Ce qu'on enseigne à l'école. Ce n'est pas ce qu'il observe en dehors de la classe. Oui, ce qu'il observe en dehors de la classe. Justement, c'est ce rôle-là qui revient à l'école aujourd'hui de jouer les deux espaces. Ce qui est ressorti dans les consultations à la base, le rôle que la famille transmet la valeur de sa communauté à l'enfant. Alors l'enfant devait retourner à l'école avec au moins une base. De nos jours, cela n'existe plus. Les parents ne restent pas en famille, les parents sortent du matin au soir, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Alors que les enfants arrivent à l'école et ils sont dépourvus. Et donc, c'est à l'école de jouer le rôle de ces trois espaces. Oui, mais justement, l'école ne peut pas se substituer à ces deux espaces. Et c'est un environnement pédagogique, éducatif, qui a un temps donné. Et chaque enseignant, quand c'est un journaliste, il dispense toutes les disciplines, il a un temps, il a un moment pour faire de l'éducation civique et morale. Il ne peut pas faire toute la journée l'éducation civique et morale. Avant, s'il y avait une cohérence entre la classe et le comportement de l'enfant, c'est parce que les valeurs qui sont enseignées en classe sont les valeurs vécues par l'enfant et dans la rue et en famille. On n'était pas 15 millions de Maliens non Voilà, plus. c'est ça. Mais aujourd'hui, il faut compter avec la réalité. Moi, je suis d'accord qu'on n'est plus... Le Mali de 2016 n'est pas le Mali de 1960. Jamais. Il n'est pas le Mali de 1980. Donc le Mali a évolué, les comportements ont évolué. Bon, donc, je comprends parfaitement aujourd'hui qu'il y ait une certaine dichotomie entre ce qu'on attend de l'enfant au plan de la culture, des valeurs culturelles, et le comportement des enfants. Ça, je comprends parfaitement. Un mot sur une dernière innovation, on en parle beaucoup, on l'appelle le système LMD. Le système LMD. Alors, ça marche déjà, ce système, Madame Mukumba Yarissi? Le système LMD s'impose au monde entier. Je crois qu'au Mali, on a commencé dans certaines universités. Et on est bien obligé de s'adapter, sinon nos enfants n'iront étudier nulle part. Mais attend au préalable, on n'est jamais prêt. Chez nous, on n'est jamais prêt. Moi, je crois que le problème chez nous, ce n'est pas tant la défaillance de la famille ou de la société tout court. Parce que ça, c'est des raccourcis qu'on prend. Les familles n'ont pas pour vocation d'élaborer des politiques éducatives. Est-ce que clairement, chaque régime a annoncé des objectifs clairs dans le domaine de l'éducation, auquel cas les innovations qui s'imposent ne peuvent pas se faire en vase clos. Et puis de toute façon, quand vous parliez d'université tout à l'heure, quand vous prenez les universités africaines, qui pourvoient à quoi? Tout nous vient de l'extérieur. Même la structure des diplômes nous est imposée de l'extérieur. Finalement, les experts, les chercheurs et autres se demandent si nos universités ne continuent pas d'être colonisées. Ismaël Touré, la direction nationale de l'enseignement normal. Ouais, moi, je voudrais juste dire à madame qu'elle a travaillé au cabinet du ministère de l'Éducation. Et elle sait très bien qu'il y a une loi d'orientation de l'éducation qui définit clairement les objectifs de la politique éducative. Donc, on a si le Mali a des objectifs éducatifs clairs à travers la loi d'orientation, même si une loi, comme toute œuvre humaine, peut comporter des insuffisances, et elle est à améliorer, mais quand même, le Mali a, à travers la loi d'orientation sur l'éducation, des objectifs clairs
Je crois qu'on ne se comprend pas. Très rarement, je crois qu'on ne se comprend pas parce que moi, quand je me porte candidate à la présidentielle, je ne vais pas dire, OK, il y avait la loi d'orientation, on continue avec. Non, chaque régime vient avec ses propositions. On constate ce qui n'a pas marché. Si on est de gauche, si on est de droite, ça n'est pas la même chose. Donc quand vous me parlez de loi d'orientation, ben, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Si la même loi peut nous conduire jusqu'à l'an 2050, Touré, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, Madame Touré, voilà, pour couper court à vos débats, ça c'est le travail du c'est le travail du je vais vous rapporter les propos de la population à la base que nous avons reçus par rapport aux populations. Vous allez nous rapporter. Ok. Oui, des gens que nous avons consultés. Voilà, par rapport aux innovations, en tout cas, il est ressorti que c'est le manque d'évaluation de ces innovations qui font que on n'a pas d'issue là-dessus. Les innovations se suivent, alors on ne prend pas le temps de voir. Voilà, l'état de l'innovation que nous avons. Donc il n'y a pas de suivi pour savoir si ça marche, si ça va marcher. C'est ce qui manquait. Oui. Et surtout encore, la formation des enseignants pour l'adaptation de ces innovations qui manquent. Vous avez parlé du système LMD, mais des enseignants qui ne sont pas prêts pour le système LMD, s'ils doivent virer directement le système LMD, quel type d'enseignement ils vont donner? Le système LMD sont en fait des enseignements modulaires. Un enseignant qui est habitué à faire toute une année de 9 mois de cours, il a son programme. Il doit adapter son programme pour le système LMD, en faire des modules de 25 heures, de 30 heures. À ce niveau-là, ils sont toujours prêts. Ce n'est pas d'un coup que ça peut réussir, vous voulez dire. Alors, cette question à présent, nous avons les jeunes qui courent vers les écoles supérieures. À la fin, ils obtiennent quand même des diplômes qui peuvent longtemps traîner au fond de leur valise. Alors, comment est-ce que M. Touré? Oui, mais le problème, c'est que tant que la formation n'est pas faite en tenant compte des besoins du marché, les diplômes vont dormir pendant longtemps dans les valises. Alors, il faut peut-être maintenant revoir la politique d'orientation des titulaires du baccalauréat. Pourquoi ne pas multiplier les écoles techniques et professionnelles et au lieu de former des universitaires par milliers, alors qu'en fait, il n'y a pas d'emploi. À un moment, les gens allaient dans l'armée, maintenant, de plus en plus, ils vont dans l'enseignement. J'allais même le signaler, puisque nous avons des postes qui sont prévus peut-être pour des bacheliers, mais on retrouve à ces postes des gens avec leur licence, leur master, etc. Mais aujourd'hui, il y a des titulaires de la maîtrise qui font le concours d'entrée dans les IFM pour le problème d'emploi, parce que tout est lié à l'emploi. Alors maintenant, au lieu de former les gens pour les former, il faut vraiment les orienter vers des secteurs porteurs, pour que les diplômes ne dorment pas. Mais tant qu'on continue seulement à former, sans tenir compte des besoins du marché de l'emploi, les diplômes vont dormir dans les valises. Alors, Koumba Yarissi, cela veut dire que la formation n'est pas quand même une fin en soi? La formation, de quelle formation vous parlez? Quand vous prenez le baccalauréat malien, par exemple, moi je m'inscris en faux. Il ressemble à aucun baccalauréat en pays francophone. À quoi? Aucun. La différence, c'est quoi? Mais le bac malien, heureusement qu'il y a eu d'ailleurs la réforme après le forum de 2008. Sciences sociales, c'était le tiers à l'université SHT, les tenants du bac SHT. Et de toute façon, comme on est pris par le temps, c'est pourquoi j'ai dit que chaque fois qu'un candidat veut prendre le destin de notre pays en main, il doit nous dire ce qu'il prévoit dans le cadre de l'école. Parce que la loi d'orientation, moi, le PRODEC et tout le reste là, ça ne règle rien. Il faudrait qu'on connaisse la marche du monde,
qu'on connaisse l'environnement économique de notre zone, parce qu'aujourd'hui, on ne raisonne plus en Mali, en Sénégal, on raisonne en UEMOA, on raisonne en CEDEAO, on raisonne en Union africaine. Mais, il faut aller vers les emplois. Vous voulez développer les mines, il n'y a pas d'école de mines. Il n'y a que l'ENI. Il n'y a pas d'ouvriers qualifiés, il n'y a pas de techniciens qualifiés, il n'y a pas d'ingénieurs comme il faut. Les ingénieurs, il faut les soumettre aux sciences sociales. Parce que pour qu'un ingénieur soit même opérationnel, il faudrait qu'il sache dans quelle société il œuvre. Si chez nous, c'est l'hydraulique qui est la priorité aujourd'hui, il faut former des hydrauliciens, etc. etc. Donc ce n'est pas sorcier, hein. Ça n'est pas sorcier, mais moi, là-dessus, comme il a dit que j'ai travaillé dans un cabinet du ministre de l'Éducation à l'époque, moi, j'en veux au cadre de l'éducation. Aujourd'hui, je le dis, parce que je ne suis pas tenue par le devoir de réserve. Les cadres de l'éducation, ils ont été formés grâce à l'argent public. Ils ont tout eu grâce à l'argent public, mais ils ne se donnent jamais, mais alors jamais le temps de raisonner et de proposer des politiques ou de rectifier les politiques des candidats ou des présidents dès qu'ils sont candidats. Lucie Bello. Oui, les diplômes dorment dans les tiroirs, je dirais que c'est évident. En tout cas, le tout nous renvoie au système éducatif, à ces innovations. Tant qu'il n'y aurait pas une politique, en tout cas, qui puisse prendre en charge l'enseignement de façon générale, nous serons tous dans cette logique de former des étudiants, des sortants des universités en masse, alors qu'ils ne seront plus utilisables. Ce qui ressort de nos consultations chaque année. Mais cela revient à former pour le plaisir de former, M. Touré. Moi, je pense qu'on n'a pas tellement de problèmes de politique claire. Le principal problème, en tout cas selon moi, c'est le financement de notre système. Parce que tout pays qui ne peut pas financer son système éducatif, donc a un système éducatif dépendant. 35% du budget, c'est quand même des efforts pour un pays pauvre comme le Mali. Si c'est utilisé convenablement. Sur 5 ans, il faut donner la priorité à la création de 10 lycées. Il y a des exemples concrets. Elle a parlé des innovations qui ne sont pas évaluées. La plupart de nos innovations ne sont pas évaluées parce que la plupart de nos innovations sont soutenues par des financements extérieurs. Dès que les financements sont suspendus ou sont arrêtés... Oui, mais il faut qu'on sorte de cela. C'est ça. Non, moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai dit, je suis tout à fait d'accord qu'on sorte de ça. Oui, mais... Et chacun de nous est conscient de ça aujourd'hui. Oui, il appartient maintenant, comme elle l'a dit, madame l'a dit, il appartient aux politiques. Aux politiques, parce que eux qui influent sur les cadres aussi. Les cadres aussi. Ouais, les cadres, là, c'est les techniciens. Alors, donc, je crois que ce débat reste ouvert. Nous aurons l'occasion de nous retrouver pour en parler. C'est donc, Madame Koumba Yarissi, c'est donc la fin de ce grand dialogue de ce lundi. Je rappelle que nous avons reçu Ismaël Touré de la Direction nationale de l'enseignement normal, Lucie Bello, chercheur assistant à l'IMRA, pour Koumba Yarissi, enseignante à la retraite. Nous la disons donc merci. À la mise en onde, il y avait Philippe Dambélé, à la régie vidéo Gagny Kanté, réalisation Ousmane Diadje Touré, présentation Seydou Fomba. On se retrouve demain pour un autre débat. Au revoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.